au niveau de la French Tech, donc qui est représenté souvent par le coq que vous voyez ici. Donc la French Tech Brest Plus, on travaille sur tout ce qui est création et émergence de start-up au sein de notre écosystème numérique Ouest Breton, porté par les 3 technopoles de Brest, de Lannion et de Quimper. Donc on travaille autour de tous les sujets d'innovation, autour de tout ce qui est porteur de projets innovants sur le territoire. On est donc ensemble, je le disais, pour un premier webinaire. On va être sur une série de 3 webinaires, avec également un challenge de l'innovation qu'on vous présentera dans quelques instants. Pour vous dire un mot sur le timing, donc on est ensemble pendant 1 heure, donc jusqu'à 17h30 pour ce premier webinaire. Et vous rappelez également qu'il y a une diffusion qui est réalisée en parallèle sur YouTube, si jamais ça arrange certains ou si on a des problèmes de taille par rapport au nombre de participants, sachant qu'il y a un lien qui va être mis sur le chat pour pouvoir suivre en parallèle. Voilà pour le rapide mot d'introduction. Notre programme est assez riche, donc on enchaîne tout de suite et je vais donner la parole à Hervé Léon qui est connecté, qui va activer son micro pour justement le mot d'accueil de la part de l'Agnon Trégor Communauté. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir sur ce webinaire. Je suis à Perros-Guirec, moi, dans mon bureau. Et donc la French Tech Brest Plus, associée avec la Technopole Anticipa et Orange, donc, ont imaginé cet événement qui est unique. Mais ils ont su aussi s'adapter par rapport au contexte, bien sûr, pour réunir tout le monde sur cette thématique du développement durable qui, effectivement, avec cette crise sanitaire, est sans doute plus que jamais important. Donc, la période que nous avons traversée renforce forcément la nécessité de travailler collectivement. On l'a vu, la notion du collectif, de l'action individuelle pour le bien collectif est plus que jamais au cœur de nos préoccupations sociétales et nous l'avons démontré pendant ces semaines. Bien sûr que les enjeux sociétaux, environnementaux sont majeurs et innover, trouver des solutions nouvelles pour travailler dans un monde qui soit plus éthique, plus responsable, est une nécessité. L'urgence climatique, l'inclusion, l'éco-responsabilité, le consommer mieux, local, agir sur la santé, mieux vivre, faciliter l'accès à l'éducation. Ce sont des thèmes en fait que nous avons évoqués pendant ces périodes, notamment sur la manière de le faire, la manière dont nous l'avons vécu, et puis encore plus dans cette période aussi de déconfinement. Donc, ce sont bien sûr ces thématiques qui sont au cœur des préoccupations politiques et entrepreneuriales, et notamment quand on est en campagne électorale. Cette dynamique vient du Summit for Good. Elle est ouverte au plus grand nombre. Elle va donner à chacun la possibilité de saisir les enjeux et de croiser les compétences technologiques nécessaires pour répondre à ces enjeux. Nous avons la chance de disposer en Bretagne et sur le territoire de la French Tech Brest Plus et de l'Agnon d'un ensemble de compétences technologiques qui peuvent apporter des solutions, si tant est que l'on sache vraiment comment se les approprier. Nous sommes un territoire numérique avec des compétences majeures dans le télécom, l'intelligence artificielle, la photonique, la cybersécurité, la robotique, l'Internet des objets, ou encore aussi un territoire agricole et une industrie agroalimentaire, et puis bien sûr avec nos côtes, un territoire aux ressources marines uniques et que peut-être que nous n'exploitons pas dans le sens positif du terme suffisamment. Donc, c'est la région Bretagne a tous les atouts pour s'emparer de ces enjeux et de ces grandes thématiques. Donc, et d'ailleurs, j'aurai le plaisir, je l'espère, les 2 et 3 octobre prochains, d'accueillir donc à Perros-Guirec le challenge avec les 30 heures de challenge, la finale avec les 30 heures de challenge. Et donc, Perros-Guirec, territoire touristique, allié à la technologie, à l'innovation, c'est une belle image. Et donc, je vous souhaite un maximum de créativité. Il faut se jeter à l'eau, tout imaginer, ne pas se donner de freins, de limites. Il faut que le croisement des idées, des compétences, des filières est la source de l'innovation. Donc, je pense que les collectivités, la région Bretagne, les technopoles sauront vous accompagner pour concrétiser vos idées, les mettre en œuvre
et aussi donc devenir des entrepreneurs pour le plus grand bénéfice de notre vie quotidienne et de notre environnement. Voilà, je vous souhaite un très bon webinaire et puis je suis convaincu que vous allez nous trouver des superbes idées pour notre avenir. Merci à vous. Merci beaucoup, Hervé Léon. J'allais faire applaudir, comme d'habitude, l'auditoire, mais là, ça va être un peu plus compliqué en visio. Et en fait, vous parlez effectivement d'adaptation, et c'est vrai, parce que je ne l'ai pas rappelé, mais à l'origine, ces webinaires étaient des séminaires. C'était donc une après-midi avec différentes conférences. Et évidemment, suite à la période qui s'est déroulée, ils sont convertis en webinaires. Et par contre, il reste une partie présentielle qui va nous être expliquée par Estelle Keraval, directrice de la Technopole d'Anticipa, puisque notamment dans tout ce contexte Summit for Good, il y a du distanciel et il y a du présentiel. Estelle, je te laisse la parole. En enlevant le mute. C'est pas encore tout à fait bon. Voilà, c'est bon Estelle. Il y avait une petite vidéo au préalable où donc le secrétaire d'État en charge du numérique nous indique à quel point cette thématique du for good est importante. Donc, je vous propose au préalable de l'écouter puisque cette action Summit for Good est une action labellisée French Tech au niveau national. Des événements comme Summit for Good, ils sont très importants dans la communauté French Tech en règle générale. D'abord parce que cela met l'accent sur quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur au sein de ce gouvernement, qui est l'innovation et la technologie et la French Tech en général, l'émergence de ces nouvelles entreprises, de ces nouveaux entrepreneurs qui doivent faire la sève quelque part et la puissance technologique de la France à l'avenir. Mais tout ça, ça ne doit pas être désincarné. Et la question de à quoi sert la technologie, comment elle sert le bien commun est absolument important. Et c'est là aussi que Summit for Good, c'est important. C'est que ça montre que la technologie, l'innovation, ce n'est pas désincarné et ça vient quelque part remplir des buts de société et aider la société à être meilleure. Et enfin, il est extrêmement important d'incarner cette notion-là, d'incarner la technologie, d'incarner le rôle de la technologie dans des territoires auprès de communautés entrepreneuriales qui sont, elles, ancrées dans leurs proches, dans un tissu industriel, dans un tissu associatif, dans un tissu humain. Et c'est aussi pour ça que c'est important qu'on puisse soutenir partout dans le territoire. On sait que la Bretagne est un endroit où il y a une identité forte. Ces événements qui parlent de technologie, qui parlent du rôle de la technologie, mais qui n'en parlent pas de manière désincarnée, qui en parlent avec les pieds bien ancrés dans un territoire. On vit une période historique en ce moment, qui est celle de la crise du Covid-19. Elle a des conséquences qui peuvent être terribles. C'est vrai en termes sanitaires, c'est vrai en termes économiques, c'est vrai même en termes démocratiques peut-être. Mais toutes les crises sont aussi des opportunités. Et on sent que ça avait déjà commencé à monter avant la crise du Covid-19, mais plus que jamais, les gens n'ont pas envie de repartir du même pied qu'avant la crise. Et donc je pense que pour les entrepreneurs, pour les innovateurs, pour les entrepreneuses qui travaillent dans ce domaine-là, dans le domaine de la Tech for Good, c'est une opportunité historique. Il faut trouver les marchés, il faut trouver le momentum qui permettra cette fois-ci de passer à l'échelle, parce que je pense que c'est tout ça le fond, c'est maintenant il faut passer à l'échelle. Et je pense que l'opportunité, elle est historique et que les mois à venir sont des mois de très grande opportunité pour toute la Tech for Good. Donc voilà, effectivement, ça a permis de prendre quelques propos introductifs et de resituer cette action Summit for Good dans le dispositif national. Donc moi, je me présente, donc je suis Estelle Keraval, je suis la directrice de la Technopole Anticipa Lannion-Guingamp. Et aujourd'hui, plus qu'au titre de la Technopole Anticipa, j'interviens aussi au titre des 7 technopoles de Bretagne, mais aussi de la French Tech Brest Plus, dont nous faisons partie puisque c'est un collectif Brest, Lannion, Morlaix, Quimper.
Alors, quand la slide sera passée, je voulais faire un petit zoom sur la dynamique que l'on a enclenchée autour de Summit for Good. Donc, Summit for Good, c'est vrai qu'à la base, c'est l'idée d'un ou deux partenaires, mais très vite, on a réussi à agréger tout un ensemble d'acteurs de l'écosystème breton autour de cette dynamique. Donc, quelques éléments sur l'origine. Donc, l'origine, c'est en juillet 2019. Orange tape à la porte de la Technopole Anticipa puisqu'on a une proximité forte et nous dit on organise de façon régulière des sessions de créativité au sein d'Orange en interne et on aimerait l'ouvrir à l'extérieur. Donc très vite, avec Nathalie et Frédéric, on a saisi l'opportunité de l'appel à projet Community Fund et on a proposé à Orange d'y associer une thématique For Good. Je reviendrai tout à l'heure sur ce qu'est exactement le For Good et Augustin Courtier vous le dira encore mieux que moi. Mais du coup, voilà, juillet 2019, on dépose un projet à l'appel à projet French Tech. Et puis, mois de septembre, on a l'accord comme quoi ce projet est accepté. Donc, c'est un projet qui a fait l'objet de pas mal de réflexions et de pas mal de mois de travail. On est très content aujourd'hui de le concrétiser. Et surtout, on a agrégé un certain nombre d'acteurs autour de nous. Donc, sur la partie gauche de la slide, vous voyez les acteurs organisateurs, sponsors et financeurs de la dynamique Summit for Good. Et sur la partie droite, vous avez tous les acteurs qui se sont d'ores et déjà associés à la dynamique, qui trouvent que cette action a du sens pour le territoire et notamment breton, mais également au-delà. Donc voilà, un collectif d'acteurs que l'on veut continuer à faire grossir et pour lequel on est prêt à inclure de nouvelles dynamiques. Alors, donc la Tech for Good, c'est quoi? Alors la Tech for Good, c'est une terminologie qui est arrivée, on va dire, il y a 2, 3, peut-être 4 ans. Et en fait, c'est ni plus ni moins que la technologie au service du développement durable. Donc le développement durable, je le rappelle, c'est l'objectif, c'est de répondre aux enjeux sociétaux, environnementaux et économiques. Donc, la Tech for Good, c'est trouver des solutions innovantes en utilisant la technologie au service de l'intérêt général et du bien commun. Donc, on a essayé de résumer, c'est pas forcément exhaustif et c'est pas par ordre de priorité, mais on a essayé de résumer sous 7 items les 18 objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, vous verrez ici, au travers de ces 7 items, que les objectifs dont parlait Hervé Léon en introduction, du mieux vivre, mieux manger, mieux éduquer, faciliter l'accès à la culture, mieux soigner, mieux consommer, travailler sur l'urgence climatique, etc., font vraiment partie des objectifs que l'on s'est fixés au travers de cette action Summit for Good. Donc, plus qu'un événement, plus que des webinaires, c'est vraiment une dynamique et l'envie de travailler aux innovations de demain, de travailler au bien commun. Alors, qu'est-ce que Summit for Good? Donc, Summit for Good, c'est vraiment, vraiment pour objectif de travailler à l'émergence de talents et surtout à l'émergence de projets Tech for Good. L'objectif, c'est d'aider à faire se rencontrer des porteurs d'idées avec des porteurs de technologies. L'objectif, c'est de faire se rencontrer l'ensemble des citoyens de tout horizon, qu'ils soient étudiants, retraités, actifs, ingénieurs, chercheurs, demandeurs d'emploi, peu importe son origine. L'objectif, c'est de faire se rencontrer ces différents mondes, de rendre la technologie accessible et de faire croiser la technologie avec les idées. L'objectif, c'est d'essayer de construire des équipes pluridisciplinaires pour justement répondre à ces enjeux sociétaux et faire en sorte que l'innovation soit bénéfique et que les technologies soient vraiment utilisées à bon escient. Donc voilà un peu pour le concept, ce qui nous a amené à déposer ce dossier de candidature et ce qui nous a animé dans le fait de déposer un projet et de rendre concret cette action. Et je vais proposer à Nathalie de venir vous expliquer un petit peu plus comment va se dérouler cette action. Donc bonjour à tous, Nathalie Nicolas. Donc je suis en charge en fait de l'animation de l'écosystème numérique sur Lannion dans le cadre du projet French Tech Brest Plus. Effectivement, comme le disait à juste titre Estelle, l'idée
cet événement Summit for Good, c'est d'accompagner l'émergence de projets technologiques et innovants sur le territoire avec une typologie for good. On a donc voulu organiser cette dynamique autour de 2 temps forts que je vais vous présenter. Donc le premier temps fort qui débute par ce premier webinaire, donc c'est donc une série de 3 webinaires qui ont pour objectif de permettre à tout à chacun de s'inspirer de la dynamique Tech for Good, d'aider à prendre conscience des enjeux et des urgences qu'on a à travailler sur des innovations pour le bien commun et pour l'intérêt général. On voit que finalement les derniers mois qu'on a vécu et qu'on traverse encore conforte ce besoin de travailler sur des innovations qui ont un intérêt pour tout le monde. Donc effectivement, ce premier webinaire d'aujourd'hui dresse un peu le portrait de l'écosystème Tech for Good, donne des définitions de la Tech for Good et comment en fait initier déjà des enjeux. Puis on a donc un deuxième webinaire qui est organisé donc le 23 juin, mardi prochain, de 16h30 à 17h45 sur la partie « Quels enjeux sociaux et environnementaux actuels la tech peut-elle adresser ?» Donc, avec 2 typologies qu'on a voulu vraiment accentuer sur la transition sociale et la transition écologique. Et donc, un webinaire pendant lequel il y aura notamment un retour d'expérience, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir un partage, de prendre conscience des enjeux et surtout de montrer que c'est déjà du concret et que déjà des personnes se sont appropriées ces sujets. Ensuite, nous avons un 3e webinaire organisé le 25 juin de 16h30 à 17h30 pour mettre en avant les technologies for good pour la partie mise en pratique et les ambitions, avec notamment des technologies clés du territoire que sont l'intelligence artificielle, la photonics et puis aussi l'IA. Donc, j'ai déjà dit l'IA. Les télécoms, voilà. Ces webinaires seront complétés par des ateliers de créativité qui seront organisés le 2 juillet en présentiel ou en distanciel. Et puis, effectivement, nous travaillons actuellement sur d'autres webinaires puisque, effectivement, nous avons souhaité sur cette programmation associer des femmes. Malheureusement, les personnes que nous avons contactées n'étaient pas disponibles pour ces webinaires-là que nous avons mis en place, mais nous avons vraiment à cœur de pouvoir organiser des webinaires qui représentent vraiment l'ensemble des parties prenantes sur les aspects de technologie innovantes. Donc, le deuxième temps fort, qui n'est pas tout à fait un temps fort, mais qui vient compléter cette action, c'est une plateforme collaborative qui a été développée par la start-up lanyonaise Local for People, qui est co-organisateur de cette action. Et cette plateforme collaborative, en fait, elle permet à tout à chacun de venir déposer un projet, de chercher des compétences, mais aussi de déposer des compétences. L'objectif est que pour toute personne lambda, si elle le souhaite et qu'elle a une idée un peu innovante, elle peut aller constituer des équipes avec des compétences clés lui permettant de faire évoluer et se développer son projet. L'intérêt de cette plateforme, c'est qu'elle met vraiment en relation des personnes qui ont des idées, des créateurs, des innovateurs, et puis des personnes qui vont apporter des solutions et des réponses techniques. Tout ça dans l'idée de faire des projets Tech for Good innovants. Sur la plateforme, on est en partenariat avec la start-up Ecotree, localisée à Brest. Et dans le cadre de ce partenariat, pour tout projet déposé, un arbre sera planté. Enfin, le troisième temps fort donc, de cette dynamique, c'est un challenge de 30 heures. Donc, c'est-à-dire que tous les projets qui auront été déposés sur la plateforme vont être validés par un jury et on va sélectionner des projets qui semblent plus aboutis pour les faire se regrouper pendant 30 heures de créativité. L'idée, c'est que les équipes qui vont se constituer vont pouvoir en fait être accompagnées par des coachs et des experts pour pouvoir développer au maximum leurs projets, les pitcher le 3 octobre sur une scène. Et donc, donc, vous voyez les détails. Donc, le 14 septembre, c'est la date limite de dépôt des projets. Le 22 septembre, l'annonce des projets qui seront sélectionnés pour le challenge. Et le 2 et 3 octobre, les 30 heures de créativité. Alors, juste ces 30 heures de créativité se dérouleront dans un cadre assez sympathique, en bord de mer. Et durant ces 30 heures, on vous proposera à la fois des temps conviviaux et des temps de travail. Donc, on vous proposera un certain nombre d'activités sur l'eau, par exemple, ou tout simplement en bord de mer. Mais on a essayé d'associer à la fois le cadre, la convivialité avec le travail et la créativité.
Donc, dans le cadre du challenge de l'innovation, nous avons donc des prix qui sont à remporter par les équipes et qui seront donc décernés le 3 octobre lors d'une remise de prix qui s'effectuera donc au Palais des Congrès de Perros-Guirec à 17 h. Donc, nous avons 2 prix dans la catégorie entrepreneuriat. Nous avons un prix Tech for Good qui récompense l'innovation technologique et un prix ESS for Good qui récompensera l'innovation sociale. Les dotations de chacun de ces 2 prix est fixée est de 3 000 €. Puis nous avons un prix intrapreneuriat et un prix lycéen pour encourager justement cette dynamique apportée par la jeunesse qui a vraiment à cœur aujourd'hui de se saisir des enjeux de demain au service de l'innovation. Donc, je vais laisser la place maintenant à Augustin Courtier, cofondateur et Tech for Good enthousiaste qui va nous, donc de Latitude, qui va nous définir la Tech for Good. Alors, juste avant, Augustin, de te donner la parole, rappelez, parce que je ne l'ai pas fait en intro, que si vous voulez poser des questions, le chat est là pour ça. Donc, on va régulièrement dessus et on essaiera de soit vous donner la parole directement, soit reprendre les questions qui sont posées. Et puis, vous rappelez aussi qu'on va essayer de faire attention aux anglicismes, parce qu'on est souvent rattrapé par la patrouille là-dessus, et vous avez bien raison, parce qu'on utilise pas mal d'anglicismes, et là, avec ce Meet for Good, Tech for Good, on a bien démarré déjà. Donc, l'objectif, c'est aussi, quand on utilise l'anglicisme, de parler en mots, en vrais mots, d'expliquer ce qu'on veut dire derrière, en bon français. Voilà, donc avec nous pour cette session, on aura donc dans quelques instants Augustin Courtier de Latitude, et 15 minutes après, on aura François-Nicolas Sourda du Conseil régional qui nous parlera notamment de la Braillescope. Augustin, on a dit beaucoup de choses en intro. On vous laisse, du coup, on te laisse la main parce qu'on se tutoie, sur la Tech for Good, puisque tu travailles, alors si je dis tu et vous dans la même phrase, ça va être compliqué. Tu travailles au quotidien sur ce sujet. Explique-nous un petit peu, présente-nous rapidement peut-être Latitude, et après, concrètement, quels sont les modes de sensibilisation, quel type de projet, etc. Oui, je me disais que peut-être que par rapport aux anglicismes, on pourrait planter un arbre à chaque fois qu'on en utilise un aussi. Comme ça ferait augmenter le compteur sur le site. Très bonne idée. Là, je pense qu'on aura une forêt avant la fin de la conférence. Hein. C'est vrai que peut-être pour démarrer, étant donné que d'habitude sur les événements, on tire pas mal d'énergie du public qui est en face. Et là, je vois qu'il y a quand même 80 personnes connectées. Je me demandais peut-être simplement, pour débuter un peu, qui était dans la salle. Et pour ça, je vais essayer de demander aux gens d'utiliser le chat. Comme ça me donne un peu un aperçu de qui est derrière son écran en train d'écouter. Ça me permettra d'orienter peut-être un peu mieux certains aspects et certains projets que je vais présenter notamment. Donc, j'espère que tout le monde m'entend bien. Est-ce que s'il y en a qui travaillent dans une institution publique, vous pouvez écrire 1, le chiffre 1 dans le chat? Juste que je vois, à peu près. OK. 3, 4, 5. Au moins 5 personnes. Très bien. S'il y en a qui sont une start-up ou qui sont en train de démarrer un projet, est-ce que vous pouvez répondre le chiffre 2? Pareil, 5-6 personnes. OK. Est-ce que s'il y a des personnes qui représentent une entreprise, une PME ou un grand compte, vous pouvez mettre le chiffre 3? Promis, la série s'arrête dans pas trop longtemps. OK, donc là, une bonne dizaine de personnes. Ah, ça continue. OK, donc c'est peut-être les représentants principaux. Enfin, peut-être l'avant-dernier. Allez, l'avant-dernier. Si vous êtes une personne qui a des compétences techniques, est-ce que vous pouvez mettre le chiffre 4? Ça me permet de voir aussi à quel niveau je présente aussi les projets que je vais présenter dans quelques minutes. Donc, si vous êtes ingénieur, développeur, data scientist ou... OK. Et allez, le dernier pour voir. Si vous êtes breton, vous pouvez mettre 5. Un bon sondage, ça. Bon, là, il y a du 5. Ça permet de voir si les personnes sont actives derrière leur écran ou pas, en fait. Parfait, merci beaucoup. Ça me permet de tirer un peu d'énergie de vos réponses. Pour me présenter rapidement, donc Augustin, j'ai 26 ans, je suis ingénieur de formation.
et j'ai cofondé l'association Latitude il y a maintenant 3 ans, en sortant d'école justement. La création de l'association, en fait, au début, on était étudiant ingénieur à l'époque, on s'interrogeait sur comment est-ce qu'on allait pouvoir, avec nos compétences, pouvoir œuvrer pour des enjeux sociétaux, donc qu'ils soient sociaux ou environnementaux, qui nous tenaient à cœur. Et on ne savait pas vraiment par quel morceau, par quel bout attaquer le sujet. On avait l'impression de ne pas se reconnaître dans tous les emplois qu'on nous proposait en sortie d'école. Et du coup, on a commencé à mener des projets. Lorsqu'on était étudiant, on a mis en place des projets où on pouvait appliquer nos compétences d'ingénieur au service d'associations, d'entreprises sociales qui portaient ces projets-là, mais qui avaient besoin de nos compétences. De fil en aiguille, le projet s'est développé et maintenant, ça fait 3 ans que la mission de Latitude, c'est de voir comment est-ce qu'on peut créer des ponts entre, d'un côté, le monde de l'innovation technologique et de l'autre, le monde de l'intérêt général, ce qu'on appelle Tech for Good. Hop, ça fera un arbre pour moi. On essaie d'agir de manière systémique, c'est-à-dire d'engager les différentes personnes, les différents individus et les différentes organisations qui sont dans ces deux écosystèmes-là. Donc, c'est ce qui est présenté dans la slide qui est juste après et qui présente qu'on travaille à la fois avec des écoles, des entreprises, des développeurs, des étudiants, mais aussi des associations, des coopératives, des fondations, des administrations publiques. On travaille avec tous ces acteurs-là pour voir comment est-ce qu'on peut agir en faveur d'une utilisation des technologies pour l'intérêt général. Et tout ça, Augustin, ça forme c'est ce que tu disais dans une vidéo de présentation, ça forme un collectif, pour employer tes termes, tu parlais d'un collectif ambitieux et enthousiaste. Je trouvais ça assez intéressant comme approche. C'est ça, merci de le rappeler. L'enthousiasme, j'espère que j'arrive à le faire sentir, mais c'est une valeur qui nous est chère parce qu'on pense que ça ne peut que favoriser les changements. Et ensuite, ambitieux, parce que, étant donné qu'on a envie d'avoir un impact systémique sur le monde de la tech qu'on pense vraiment nécessaire de changer, on essaie de construire quelque chose qui va dans cette direction et d'embarquer les personnes qui nous suivent dans cette direction-là. Et quels sont peut-être, excuse-moi Augustin de te couper, quels sont peut-être dans le patchwork des personnes qui sont présentes, celles qui sont les plus, quelle typologie de personnes sont peut-être les plus, alors je ne vais pas dire influentes, mais les plus impliquées, les plus désireuses d'avoir un impact positif. Je pense forcément à la jeunesse, aux écoles, etc. Est-ce que c'est sur eux que repose aussi le changement et ces actions positives? Effectivement, la jeunesse pousse beaucoup. Peut-être que certains d'entre vous et certaines d'entre vous avaient entendu parler de l'initiative du manifeste étudiant pour un réveil écologique, où il y avait eu plus de 30 000 étudiants qui avaient signé un manifeste dans lequel ils appelaient leur formation à intégrer ces enjeux dans les enseignements et ils appelaient leurs futurs employeurs à agir sur ces questions-là. Après, nous, on pense que si on veut qu'il y ait un changement durable, il faut impliquer des écosystèmes, et c'est ce qui a été d'ailleurs présenté aussi au début du webinaire. Et c'est en impliquant les écosystèmes qu'on va réellement changer les choses, parce que si on implique que la jeunesse, il y a un moment, il faut aussi trouver un emploi, et si dans l'emploi, on ne peut pas trouver un moyen de s'engager, de continuer à s'engager, ça pose problème. Et donc, c'est pour ça qu'on cherche à avoir une approche systémique. Ce qu'on fait au quotidien, peut-être pour avancer aussi sur ce qui est à la slide suivante, on a 3 champs d'action principaux. Le premier, c'est l'enseignement. On travaille avec aujourd'hui une dizaine d'écoles et d'établissements du supérieur pour faire en sorte d'intégrer une dimension sociétale dans les cours des étudiants. Ça nous paraît important que les enseignements évoluent pour intégrer cette dimension-là, pour de base former des personnes qui sont conscientes des enjeux et qui ont envie dans leur futur parcours professionnel de s'engager. Donc très concrètement, ce qu'on fait principalement, c'est qu'on permet aux étudiants de faire des projets pour des associations, des entreprises sociales locales, ce qui leur permet à la fois de monter en compétences et de réaliser un projet pour une structure qui a besoin de ces compétences-là. Le deuxième axe qu'on a, c'est qu'on fait sensiblement la même chose avec des pros, donc c'est-à-dire qu'on leur permet de mettre leurs compétences au service d'un projet impact, et je donne des exemples juste après. Et enfin, notre dernier axe, c'est comment est-ce qu'on aide les acteurs de l'intérêt général à s'emparer de ces technologies pour démultiplier leur impact. Quelques exemples pour illustrer. On fait plein de types de projets. On a notamment des hackathons donc qui peuvent ressembler à ce qu'il va y avoir en octobre sur un week-end en général. Et par exemple, on a eu un projet pour une
une structure qui s'appelle Label Emmaüs, qui est la boutique en ligne d'Emmaüs, où pendant 24 heures, des étudiants en data science, donc encore des arts pour moi, mais en sciences des données, ont travaillé sur des défis de Label Emmaüs pour optimiser la gestion des stocks de la boutique en ligne d'Emmaüs, d'améliorer la gestion des prix qu'il y a sur la plateforme. Des projets comme ça, ça nous permet de montrer aux étudiants qu'il y a les mêmes défis technologiques dans le monde de l'ESS, dans le monde de l'intérêt général, que dans des géants du e-commerce comme Amazon, eBay ou Le Bon Coin. Et on leur montre que leurs compétences peuvent être utiles à un enjeu de société. Un autre exemple, on a eu un projet aussi d'analyse de données pour les Restos du Cœur. Les Restos du Cœur, ils ont plusieurs dizaines de milliers de personnes qui candidatent chaque année pour être bénévoles. Et du coup, il y a un enjeu de mieux comprendre un peu ces bénévoles qui postulent. Et on a eu une de nos entreprises partenaires qui a fait un projet d'analyse de données. Je montre un exemple de ce qu'il y avait dans le livrable. Ils avaient changé le formulaire d'inscription pour les bénévoles. Et bon, vous le voyez comme moi à l'écran. À partir du moment où il y a eu le nouveau formulaire, d'un coup, il y a eu moins de bénévoles. Bon, vous me direz, est-ce qu'il y a besoin de faire une analyse de données pour le voir? Mais surtout, après, ce qui est important dans le projet, c'est que les personnes qui connaissaient bien les mécaniques d'onboarding ou d'inscription sur des sites, ils ont pu faire des recommandations au Resto du Cœur pour faciliter l'inscription des bénévoles et ainsi les aider à recruter et à mieux comprendre ce que les bénévoles attendaient. Donc là, on est sur des projets, par exemple, là-dessus, sur des projets qui peuvent être rapidement mis en œuvre. Parce que là, on est sur, tu parlais de hackathon, etc. L'idée, c'est aussi d'avoir favoriser évidemment la créativité, mais ensuite avoir presque des produits sur étagère pour qu'à la fin du week-end, ça puisse, ou en tout cas, au bout de, on parle en jour, on parle en semaine, on puisse directement avoir un impact, quoi. C'est ça, c'est ce qu'on essaie de montrer, qu'on peut rapidement se mettre dans le bain et avoir un impact, même si ça n'empêche pas que pour avoir un impact durable, il faut aussi s'engager sur le long terme. Mais effectivement, on peut commencer par des petites actions qui en fait donnent, moi c'est comme ça que j'ai commencé, qui donnent l'envie de s'engager dans la durée. Et c'est ça qui compte. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, mais est-ce que c'est Startup Weekend ou Hackathon, etc. Alors c'est bien parce que ça crée une vraie dynamique, ça sensibilise, ça fait du croisement de compétences, etc. Est-ce que derrière, il ne manque pas quelque chose pour convertir encore plus le passage à l'échelle et que plus de projets se concrétisent, que des entreprises ou autres soient créées? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être une petite frustration des fois en se disant il y a une belle dynamique, tout le monde est motivé, il y a de la génération d'idées, etc. Il y a plein de choses et finalement derrière, le soufflet retombe un peu. Oui, en fait ce qu'on dit souvent nous dans les hackathons qu'on organise, c'est qu'il ne faut pas se tromper sur la promesse du hackathon. Le hackathon, il n'est pas là pour créer une entreprise et à la fin, ou une structure, quelle qu'elle soit, ou un projet, et qu'à la fin, ça y est, il fonctionne. Le hackathon, il est là pour créer de l'émulation, pour créer des idées, pour donner de l'énergie, faire les premiers pas, avoir un premier résultat concret, mais ça ne suffit pas. Et après, il y a plein, vous le faites avec les différents réseaux de partenaires, j'imagine, après votre challenge en octobre. On le fait, nous, sur un hackathon, tout le monde le fait, des réseaux d'accompagnement qui aident les projets ensuite à grandir. Le hackathon est vraiment un moment pour donner de l'énergie, se lancer. Et après, effectivement, il faut des dispositifs d'accompagnement qui existent. Après, il ne faut pas réinventer la roue. Le mieux, c'est de se connecter aux dispositifs qui existent et pour ensemble faire une chaîne de l'accompagnement et aider les projets à grandir. Et alors peut-être là-dessus, il y a des dispositifs qui existent. J'imagine que tu parles de, je sais pas moi, d'incubateurs ou d'accélérateurs ou différentes choses. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne manque pas est-ce que le sens de l'histoire, c'est pas d'aller vers des accélérateurs thématisés par exemple, sur ces sujets-là? Il y en a quelques-uns, j'imagine, notamment sur Paris, mais je pense qu'en région, il y en a moins. Est-ce que c'est quelque chose est-ce que d'après toi, il faut aller vers ça? La réponse courte, c'est oui. La réponse longue, c'est que effectivement, la dynamique s'accélère au fur et à mesure. Je pense à des réseaux comme Ronalpia, qui sur la région lyonnaise a cette même dynamique-là. Je pense que la dynamique que vous avez, c'est aussi le sens que ça prend. Oui, effectivement, c'est bien nous, on milite dans nos actions pour dire, même si la technologie peut être décentralisée et globale, pour avoir une action aussi à un niveau local, parce que, alors aujourd'hui c'est le mauvais exemple parce qu'on est tous en visio, mais le côté physique et le lien physique avec les gens, proximité entre personnes, c'est de ça que naît aussi
l'envie de collaborer ensemble. Je ne sais pas s'il y avait une série de 100 webinaires sur l'année, je ne sais pas si je serais toujours là dans 100 webinaires, mais par contre, si on se voyait tous les matins pour contribuer sur des projets et que voilà, on construisait quelque chose ensemble à un niveau local, c'est sûr que c'est plus énergisant. Ok. Peut-être faire un focus, tu avais quelques slides sur, je sais pas, une application mobile, ça doit être la slide d'après, pour un peu illustrer qu'est-ce qu'on entend derrière ces termes de Tech for Good. Là, je vais utiliser quelques anglicismes, mais c'est vrai que tu as évoqué des choses comme la blockchain ou des chatbots ou des choses comme ça. On peut peut-être préciser un peu de quel genre de projet on parle. Oui, très bien. Et puis pour ne pas exploser le timing, peut-être qu'on pourra passer vite sur les projets, parce qu'effectivement, j'en ai mis quelques-uns. Je pourrais les détailler, ceux qui veulent laisser mon mail pour répondre aux questions. Mais c'est vrai que le problème avec la tech, c'est que vu que tout le monde code en anglais, tous les mots anglais de la tech prennent le pas. Donc bon, il faut aussi réussir à se détacher de ça. Mais effectivement, pour donner quelques exemples, il y a 2 ans, c'était vraiment, il y a 3 ans, au tout début de Latitude, on a eu un projet de développement d'une application mobile qui était au service de la citoyenneté pour les élections présidentielles. Le concept qui est présenté dans la slide juste après, c'était de voir comment est-ce que la technologie peut aider à sortir un peu des biais qu'on peut avoir via les médias qu'on suit ou via les gens avec qui on interagit tous les jours. Et du coup, en fait, on avait une application mobile qui présentait des propositions. On ne savait pas de quelle personne elle venait. On disait si on était plutôt d'accord ou pas d'accord. Donc là, vous voyez des exemples d'écran qui avaient été développés. Donc c'est l'écran à gauche. Et donc on avait comme ça une série de 10, 15, 20 questions sur une thématique donnée. Et ensuite, on voyait un peu de quelles idées se rapprochaient les propositions qu'on trouvait intéressantes. Voilà, ça c'est un exemple de projet. On en avait eu un autre, il me semble que le suivant, c'est celui sur l'identité numérique des sans-abri, où on a travaillé en lien avec une association qui s'appelle Reconnect et qui développe un coffre-fort numérique pour les sans-abri pour qu'ils puissent stocker en ligne leurs documents administratifs et simplifier leur démarche. Et on avait travaillé avec eux sur un concept de certification de leur édité en ligne via la technologie blockchain. Du coup, j'ai vu qu'il y a la technologie blockchain, l'intérêt, c'est que ça peut sécuriser en fait, des informations. Et du coup, c'était ça permettait d'assurer, ça permettait de donner une valeur juridique en fait, à des documents qui pouvaient être des photocopies. Par exemple, une photocopie de carte d'identité, ça n'a pas forcément de valeur juridique. Et le fait d'insérer cette technologie-là, ça pouvait permettre de le faire. Du moins, c'était des premiers prototypes. Peut-être, Augustin, un instant, si on passe par le chat. Alors, on a du mal à retrouver des questions parce que comme il y avait tout le sondage avec les 1, les 2, les 5, etc., dans tous les sens, mais il y a des questions qui sont posées sur le modèle économique de Latitude, par exemple. Ça marche comment, Augustin? Oui, je vois qu'il y avait des questions là-dessus. Peut-être que je peux répondre à cette question et après passer sur la définition de Tech for Good pour ensuite pas exploser le timing. OK. Alors, Latitude est une association, pour répondre à Françoise, et d'ailleurs, deuxième question de Françoise, effectivement, sur le modèle économique. Aujourd'hui, notre modèle économique, on a 3 sources de revenus. On facture les écoles pour des prestations pédagogiques qu'on donne. Donc, en fait, on donne des cours dans des écoles et on est payé pour ça. Ensuite, on a des entreprises qui adhèrent annuellement à notre communauté. C'est une sorte de groupement professionnel Tech for Good où elles rejoignent le collectif et elles s'engagent ensuite sur des actions. Et on a des fondations qui nous soutiennent. Après, pour répondre à la question de Cédric sur le retour d'expérience sur la forme associative, on pourrait en disserter pendant quelques heures. J'ai justement un appel avec un de nos mentors hier. Nous, on pense que ce n'est pas forcément le statut juridique qui non seulement qui fait la vertu, mais qui fait aussi le potentiel du projet. Ce qui compte, c'est surtout comment est-ce que le statut juridique va aussi servir la mission sociale qu'on se donne. D'ailleurs, il y a des réflexions aujourd'hui pour donner des raisons d'être aux entreprises. Donc, pour nous, ce qui a du sens, c'est quelle mission sociale on se donne et quel est le meilleur véhicule pour arriver à cet impact. Mais bon, ça, c'est la réponse très courte. Ce serait un plaisir d'en discuter plus longtemps. Peut-être que je peux passer à... Ouais. Je vois l'heure qui avance pour pas vous... Mais effectivement, on avait un autre exemple de projet sur comment est-ce qu'on avait développé une application mobile au service de personnes salariées en insertion, mais je ne redétaille pas forcément maintenant si ça vous va. Non, mais on a compris, je pense, dans les mots-clés que on a parlé de mobilité, de blockchain, de data, de chatbot ou des choses comme ça. Donc, on comprend bien en quoi des solutions simples peuvent être assez facilement mises en place pour le bien commun et avoir un impact positif, quoi. C'est ça.
Et du coup, on m'avait donné la lourde tâche de définir Tech for Good. Et alors, je suis désolé, je vais décevoir tous ceux qui attendaient une réponse claire, mais, mais je n'ai pas de réponse claire à ce qu'est la Tech for Good. Ce serait un peu comme donner une réponse unique de qu'est-ce que c'est l'intérêt général. C'est dur à définir. La tech, je peux pas définir à la limite, mais le for good, ça restera toujours difficile. Mais l'approche qu'on a eue, nous, avec Latitude, c'était en fait, de se poser des questions sur qui est derrière Tech for Good, pourquoi on l'utilise et surtout comment. Étant donné que de plus en plus d'acteurs de l'ESS s'emparent de ces technologies pour servir leur mission sociale. Pour autant, on pense aussi que la Tech for Good, ce n'est pas simplement la tech des acteurs de l'intérêt général. Il y a beaucoup d'autres acteurs qui peuvent se saisir des technologies pour avoir un autre impact. Et on pense que, comme je viens de le dire pour Latitude, que ce n'est pas forcément le statut juridique qui compte. Du coup, si ce n'est pas le statut juridique qui compte, on se demande pourquoi, quels sont les sujets sur lesquels il faut travailler. Vous en avez présenté quelques-uns inspirés des 17 objectifs de développement durable de l'ONU, sur la citoyenneté, l'alimentation durable, la santé, sur l'inclusion. Effectivement, tout ça, ce sont des thématiques importantes aujourd'hui. On se dit que peut-être aussi dans le temps, ce ne sera pas les mêmes demain. Et donc, pour nous, c'est une définition qui évolue aussi avec le temps et des enjeux qu'on a non seulement à un instant T, mais aussi sur une géographie, sur un territoire donné. C'est peut-être pas les mêmes défis sociétaux qu'il y a en région Bretagne ou en Norvège ou au Canada, j'en sais rien. Et pour nous, il faut être conscient de quels sont les défis sociétaux de mon territoire pour que je puisse les résoudre. Et du coup, finalement, ce qui nous a paru important aussi, c'est l'état d'esprit dans lequel on est lorsqu'on fait de la Tech for Good, parce que au-delà de qui l'a fait et pourquoi on l'utilise, il y a un peu dans quel état d'esprit on est, parce que la technologie, ça a aussi des impacts négatifs, des externalités négatives, sur son impact environnemental, sur son accessibilité. Il y a 13, je crois qu'il y a 13 millions de personnes en France qui sont en situation de précarité numérique. Et enfin, sur les questions de vie privée, dernièrement, on a vu qu'il y a eu pas mal de questions sur comment est-ce qu'on sont gérées les données. Et pour nous, ce n'est pas parce qu'un projet s'attaque à une cause que ça y est, il est noble et il doit avoir la bénédiction de la Tech for Good. C'est plutôt aussi dans quel état d'esprit il est, comment il y va et comment est-ce qu'il implique ses parties prenantes, comment est-ce qu'il prend du recul par rapport à son propre impact. Parce que si on fait une solution qui répond à un problème, mais pour finalement en créer un autre à côté, ce n'est pas finalement tant ça la question. Pour autant, ce qui nous paraît important dans notre définition de la Tech for Good, du coup, c'est d'avancer, c'est d'agir, c'est dans cet état d'esprit, développer des solutions qui vont pouvoir répondre à des enjeux de société, être conscient qu'ils vont peut-être évoluer avec le temps, et aussi être conscient des externalités qu'ils peuvent avoir pour les maîtriser. Et dans cette dynamique-là, on pense que la Tech for Good est effectivement depuis 2-3 ans, mais existe depuis bien plus longtemps en fait. C'est simplement le terme qui se met à être utilisé, mais l'innovation technologique au service de l'intérêt général, pour ne pas faire d'anglicisme, a un bel avenir, et on espère que toutes les futures personnes qui développeront des projets technologiques, ce sera au service de nos enjeux de société. Ok, merci beaucoup Augustin. Effectivement, le temps défile assez vite, il est 17h15. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sans transition la parole à François Nicolas Sorda de la région Bretagne. On va parler ensemble de BraceCop, peut-être juste avant de parler de la BraceCop. François Nicolas, peut-être votre appréciation par rapport à ce que vous avez pu entendre sur la mise en œuvre de projets, sur du croisement de différentes typologies de personnes autour de ces sujets majeurs pour la société. Est-ce qu'on parle le même discours avec la volonté de la BraceCop? Bonjour à tous. Écoutez, j'espère qu'on parle le même discours, et moi j'ai été frappé par la très grande compatibilité entre tout ce que j'ai entendu et l'esprit et la lettre de la BraceCop. Je vais essayer de vous en convaincre. Je suis assez amusé parce que vous me passez la parole en disant sans transition, ce que je trouve un peu paradoxal pour parler évidemment de la BraceCop. Alors d'abord un petit mot, les excuses de Martin Mérier, notre vice-président, qui a eu un empêchement de dernière minute. Un deuxième petit mot pour vous féliciter pour l'organisation de cette réunion virtuelle et pour sa qualité. Alors maintenant, vous dire
Qu'est-ce que c'est que la Brescope en quelques mots? Ça repose sur deux idées. La première, ça se réfère à la COP 21 qui a été organisée en 2015 à Paris et dont, à l'époque, alors depuis, malheureusement, on peut s'interroger sur la façon dont elle est mise en œuvre, mais en tout cas, à l'époque, sa méthode nous avait frappé en Bretagne sur le fait qu'elle était efficace parce qu'elle part du terrain, parce qu'elle est participative, qu'elle est remontante et qu'elle permet dans la négociation de faire avancer les choses. Donc on s'est dit pourquoi ne pas faire une COP en Bretagne. Et puis la deuxième chose, c'est qu'au même moment, on avait, nous, institutions publiques, la responsabilité de faire un truc qui s'appelle le SRADET. Alors, c'est pas un anglicisme, mais ça mérite quand même à chaque fois qu'on le dit de planter quelques arbres parce que c'est incompréhensible. C'est en gros un projet de territoire qui est d'abord un document d'urbanisme. Donc, c'est un document d'urbanisme qui fixe un certain nombre de règles, de normes, d'objectifs et qui s'applique notamment aux institutions publiques et aux territoires. Et la conviction qu'on a eue en Bretagne, c'est que si on voulait être efficace pour répondre aux défis qui sont devant nous, on ne peut pas ne s'adresser qu'aux institutions publiques. On a absolument besoin d'une participation effective, massive du monde privé, des individus, de chacun d'entre vous, mais du monde privé et du monde économique en particulier. Donc c'est vraiment l'ambition qu'on s'est fixée avec la Brescope. C'est à la fois d'être dans quelque chose qui soit beaucoup plus global. Ce n'est pas que l'action publique et les institutions publiques, c'est comment est-ce que tous, dans une action collective, on s'implique face à des défis qui sont gigantesques. Et donc, il y a un objectif qui est très précis dans cette affaire, c'est d'arriver à mobiliser le monde de l'entreprise, le monde économique, parce que si lui ne s'engage pas dans les transitions, autant dire que ce n'est pas à coup de réglementation publique qu'on fera bouger les choses. Et puis le deuxième aspect, c'est que justement, on pense et on assume, nous, institutions publiques, que la période dans laquelle on réglementait, on organisait et on décidait est totalement révolue. Et que le seul système qui peut fonctionner, c'est le système qui repose sur l'engagement volontaire de chacun. Donc chacun doit s'engager volontairement et après, la puissance publique regarde de quelle façon elle peut accompagner, aider, stimuler et de quelle façon, quand c'est nécessaire, la règle est utile et la règle, c'est le moment où on dit qu'il faut faire des choses et ça peut être aussi utile pour faire avancer quand l'engagement individuel n'y suffit pas tout à fait. Donc, alors, je me permets de vous interrompre, si je retiens bien, donc il y a même méthodologie bottom-up pour faire émerger, remonter les idées, les enjeux, etc. Et vraiment tout le côté croisement en alliant entreprises, citoyens, étudiants, bon bref, que ce soit représentatif au global de la population bretonne aussi, quoi. Absolument, absolument. Et pourquoi on a fait tout ça? Pas du tout pour la beauté du geste, ou parce que la loi nous demandait de faire un SRADET, un nouvel arbre, mais parce qu'on est confronté en Bretagne, comme partout, mais aussi en Bretagne, à des défis qui sont gigantesques. Et les défis, je vais les résumer, il y en a 3. Il y a le défi de la cohésion sociale. Elle est forte en Bretagne, mais néanmoins, elle est fragilisée à bien des égards. Il y a le défi des fractures territoriales. C'est moins grave qu'ailleurs, mais néanmoins, il en existe et elles ne sont pas négligeables. Et puis, c'est toutes les urgences climatiques et environnementales. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a posé ces diagnostics dès les années 2017, mais depuis, il y a juste eu la crise des Gilets jaunes et puis maintenant la crise du Covid. Et tout ça nous apporte plutôt de l'eau au moulin pour nous convaincre qu'en effet, ces enjeux, ils sont immenses. Mais ils sont tellement grands que, comme vous le disiez, si on le fait tout seul avec nos petits moyens, le budget de la région Bretagne, c'est 1,5 milliard. C'est pas avec 1,5 milliard qu'on fait changer les choses, c'est avec la participation de tous, chacun et à son niveau. Alors après, je passe rapidement sur le fait qu'une fois qu'on a bien identifié ces grands défis à relever, on a travaillé, c'est naturel, sur les orientations, sur les objectifs à poursuivre. On a identifié un paquet de 38 objectifs, mais qui en gros se résument à 5 grandes orientations. Et derrière, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on fait maintenant pour rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire, au-delà de poser des objectifs, comment est-ce qu'on les rend opérationnels? Et donc, c'est là qu'on revient à la méthode de la COP. C'est que oui, bien sûr, il y a des règles. Alors, les règles, elles ont beaucoup inquiété, y compris le monde économique, parce qu'il avait l'impression qu'on allait réglementer, qu'on allait encore mettre des limitations au projet, rendre les choses un peu plus compliquées.
on veut clairement rassurer le monde économique, les règles, elles ne s'adressent pas d'abord à lui. Ce sont d'abord des règles d'urbanisme qui portent plutôt sur la manière dont on consomme du foncier, dont on organise l'urbanisation. Donc, les règles de la BRESCOP ne s'adressent pas aux entreprises et ne les empêchent pas, évidemment, de se développer et de développer leurs projets. Donc, ça, c'est les règles. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, il y a des mesures d'accompagnement. Donc, les actions du Conseil régional, qui a une responsabilité d'accompagnement des entreprises, eh ben, elles ont vocation à évoluer et à s'adapter pour aider les entreprises et les acteurs, justement, dans ces objectifs de transformation et de transition. Et puis, surtout, c'est ce qu'on appelle le système de l'engagement. Donc, on a fait un appel à engagement et on a dit aux acteurs économiques, et notamment aux entreprises, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire, vous, ou qu'est-ce que vous faites déjà et que vous pourriez accélérer pour aller dans le sens de ces objectifs de la BRESCOP? Alors, on a procédé de façon assez simple, en s'appuyant sur quelques réseaux d'acteurs qu'on a fédérés. On a fait un appel et des entreprises ont répondu à cet appel à engagement en disant, voilà, moi, sur tel registre, on avait proposé 6 grandes thématiques qui sont celles de la RSE, pour faire simple, donc responsabilité sociale ou problématiques environnementales, mais aussi comment je contribue à la cohésion territoriale. Et les entreprises nous ont répondu en nous disant ce qu'elles faisaient déjà, et puis plus intéressant parfois ce qu'elles aimeraient faire, mais ce sur quoi elles sont encore un petit peu bloquées ou limitées, et ce sur quoi elles pourraient avoir besoin d'accompagnement et d'aide. Alors ça, vous pouvez aller le regarder, c'est pas inintéressant, sur le site BRESCOP. Vous allez sur l'onglet qui s'appelle « Je m'engage ». Vous avez une partie association, collectivité, une partie entreprise, et vous verrez, il y a tout un paquet, je sais pas, 200 ou 250 engagements d'entreprise sur toute une série de registres, et c'est intéressant. Donc ça va autant des circuits courts à la question de comment est-ce que je produis plus propre, comment est-ce que je mobilise sur les problématiques de biodiversité, comment est-ce que je développe des dispositifs en matière de prise en compte des problématiques sociales dans mon entreprise, comment je participe à l'attractivité du territoire, au rayonnement de la Bretagne. Donc, vous avez de très nombreux registres, mais sur lesquels on voit que beaucoup d'entreprises sont déjà engagées, font déjà des choses assez remarquables. Et notre idée, c'était évidemment de pouvoir s'appuyer là-dessus, à la fois pour motiver un certain nombre d'autres, pour comprendre ce dont elles pouvaient avoir besoin en termes d'accompagnement pour faire évoluer les dispositifs et les aides du Conseil régional et de la puissance publique pour les aider, les accompagner et leur permettre d'accélérer. Et je me permets de couper. C'est des objectifs qui sont aussi partagés avec d'autres réseaux, puisque si je reprends l'exemple du réseau Produit en Bretagne, c'était l'un des axes, l'axe principal qu'ils ont annoncé lors de leur dernière Assemblée générale sur 2020, sur tout ce qui est RSE, avec un engagement fort de tous les adhérents Produits en Bretagne. Donc je pense que vous parlez le même discours, quoi. Alors, c'est bien sûr, et c'est bien parce que, y compris, on a conscience que nous ne sommes qu'une institution publique et que nous ne sommes pas les entreprises et les acteurs économiques, que évidemment que quand on s'engage dans ce genre de dispositif, on s'appuie sur les acteurs de l'entreprise et les réseaux de l'entreprise. Et donc, très précisément, sur tout cet appel à engagement, on s'est appuyé sur un partenariat avec Produits en Bretagne, mais également avec un certain nombre d'autres réseaux. Je pense à des acteurs comme Créative, comme Bretagne Éco-Entreprise et d'autres qui ont cette connaissance évidemment plus intime de la réalité entrepreneuriale. Alors, une fois qu'on a eu tout ça, on avait prévu évidemment d'accélérer, de prolonger, de poursuivre. Et puis boum, on s'est retrouvé le 16 mars dans la situation qu'on connaît tous, qui a un petit peu gelé les choses. Et puis, quelques mois plus tard, on entre dans la phase de la relance du déconfinement et la question se pose, c'est est-ce qu'il est opportun de poursuivre ou pas? Et là, la réponse de nos élus, en tout cas, est très claire sur le sujet. Il est plus qu'opportun, évidemment, de poursuivre parce que la crise nous a donné toute une série d'enseignements. J'évoquais ceux de la crise des Gilets jaunes, mais celle du Covid ne fait, à nos yeux, que conforter le fait que la nécessité de se transformer, d'accélérer les transitions est encore plus forte aujourd'hui qu'hier. Les besoins de sobriété, les besoins de solidarité, les besoins de proximité se sont manifestés à tous les étages dans cette crise et sont parfaitement perçus.
Et peut-être, est-ce qu'on peut rappeler juste, François-Nicolas, le timing de la Brescop? Parce que là, si des entreprises nous suivent et se disent ah bah ok, je peux m'engager, comment ça se passe, etc., ils vont sur le site bracecop.bzh. Aujourd'hui, on peut encore rentrer dans le dispositif, s'engager, etc., ou pas? Alors, on peut encore, mais ça demande quand même de notre part à être relancé et réimpulsé à la suite de ce que l'on vient de vivre. Et nos élus, c'est ce que je vous disais, ont bien l'intention de s'appuyer sur la situation. Ils en ont fait l'analyse parce qu'il faut faire attention aussi sur ces questions. Si c'est mal perçu, il ne faudrait pas que dans une période où les entreprises sont très fragilisées, connaissent d'immenses difficultés, on ait l'impression qu'on va leur mettre des contraintes supplémentaires en leur disant « et en plus les gars, il faut que vous soyez plus verts, plus vertueux, plus sociaux et compagnie ». Et donc, il y a un vrai travail de sensibilisation, mais les entreprises le perçoivent parfaitement, pour comprendre qu'en réalité, les transitions sont, pour une grande part, la solution à la difficulté dans laquelle on se trouve. Et c'est vraiment ce à quoi on doit travailler aujourd'hui, c'est à trouver ce juste équilibre entre à la fois la nécessité d'accompagner les entreprises aujourd'hui qui sont très en difficulté, qui sont confrontées à des problématiques très immédiates, et en même temps de pouvoir appuyer et accompagner celles qui sont de fait engagées dans des dispositifs de transition parce qu'elles ont parfaitement perçu le fait que les transitions étaient une des solutions à leurs problèmes. C'était déjà le cas avant la crise et ça l'est encore plus avec la crise. On le voit dans les évolutions phénoménales d'un certain nombre de comportements qu'on a pu vivre et constater en 2 mois de temps. Et ces évolutions de comportement ont des impacts immédiats sur les évolutions de la demande, sur l'évolution des marchés et donc sur l'évolution des modèles économiques et de la façon dont les entreprises doivent y répondre. Donc on est très, très convaincu du fait qu'il faut accélérer. Mais il faut accélérer dans une période qui fait que nos partenaires, nos interlocuteurs sont dans des situations également incroyablement difficiles, fragiles et sensibles. Donc il faut le faire avec beaucoup de doigté. Oui, bien sûr. Peut-être, Augustin, te faire réagir là-dessus, sur ces projets à l'échelle d'une région pour enclencher tous les partenaires. J'imagine que c'est le genre de démarche qui permet justement d'avoir une vraie dynamique, d'engager les acteurs et d'être un formidable accélérateur, un peu faire boule de neige pour faire bouger les lignes. Oui, tout à fait. En fait, moi, je trouve que l'enjeu, c'est de voir comment est-ce qu'on arrive à changer nos habitudes. Et ce qui facilite les choses, c'est quand on arrive à se reconnaître d'une façon ou d'une autre dans les personnes qui créent une dynamique ou qui amorcent des changements. Voilà, mes amis, je sais pas, arrêtent de manger de la viande ou arrêtent de prendre l'avion, ça me questionne et ils sont proches de moi. Donc, je me dis, tiens, comment est-ce que je peux faire évoluer mes pratiques? Cette proximité-là, elle peut être, je pense, à plein de niveaux différents, au niveau d'une région, parce qu'on se reconnaît dans les acteurs locaux qui vont agir avec moi. Ça peut être au niveau d'une compétence. Nous, par exemple, avec les technologies, on essaie de fédérer des entreprises technologiques qui vont se reconnaître dans le fait que d'autres entreprises technologiques prennent un engagement, et donc elles prennent un engagement ensemble. Je trouve qu'il y a beaucoup à tirer de cette dynamique collective et de comment est-ce que, avec des personnes en qui on se reconnaît, on va pouvoir être motivé à faire des changements. Et d'ailleurs, il y a une anecdote, un point qui est vraiment super important, c'est souvent on a la tendance de sacraliser un peu le leader, la personne qui va prendre le premier les engagements, mais en fait le plus important, ce sont vraiment les suiveurs, c'est les premières personnes qui vont suivre l'initiative, donc les 138 engagements qui ont été pris par un certain nombre, les 38 engagements qui ont été pris par 138 entreprises, je crois, de mémoire. Vu qu'il n'y a plus la slide, je me trompe peut-être. Mais en fait, c'est ces entreprises-là qui vont amener les 500, 600 suivantes. Et c'est ça qui est important. Et c'est vrai, je pense, François-Nicolas serait d'accord sur le côté, il faut des locomotives pour aussi, parce qu'on est toujours plus convaincu par la parole de ses pairs, etc. Donc, quand on voit des entreprises aussi emblématiques ou de toute taille qui s'engagent et qui communiquent presque sur, alors je vais employer un gros mot, mais sur un ROI, sur un retour sur investissement par rapport à ce genre de posture, forcément, ça peut emmener d'autres entreprises à basculer dans cette dynamique, quoi. C'est tout à fait l'idée. Je pense en effet que le message positif est vraiment déterminant dans cette affaire. D'abord parce que dans la période qu'on va vivre, on a besoin de messages positifs.
et on a besoin d'un petit peu d'optimisme, mais en plus parce que trop longtemps, la question environnementale, mais la question des transitions en général, a été perçue par certains et par un certain nombre d'acteurs du développement économique comme une contrainte, comme un truc qui empêchait d'avancer, alors même que ça doit être présenté comme un élément de la solution. Et à cet égard, à chaque fois qu'on a essayé, quand on lançait l'appel à engagement, les acteurs économiques m'appelaient en me disant « mais quel intérêt pour nous de nous engager ?» Et j'avais une réponse à 3 niveaux. La première, c'est vous êtes citoyen, vous avez des enfants ou vous n'en avez pas, mais en tout cas, vous êtes préoccupé par l'avenir de la planète et rien que ça justifie que vous vous engagiez. Il y a un deuxième point, c'est qu'il y a un enjeu d'image qui est majeur. Et là, je parle pour le territoire breton. Le territoire breton réussirait à renforcer l'image globale de son engagement dans ces problématiques de transition. Il y a derrière la possibilité de construire une image en termes de rayonnement dont on sera tous bénéficiaires. Voilà. Parce que l'image aujourd'hui fait la marque et la marque fait évidemment une partie du modèle économique. Et puis le troisième niveau, c'est qu'il y a un moment où très concrètement, en effet, si on identifie des leviers à mobiliser ou des actions publiques qui peuvent être nécessaires pour aider les entreprises, on est aussi à leur écoute pour faire évoluer nos dispositifs et pour leur apporter, avec les moyens qu'on a, les aides qui sont nécessaires. Donc, on a bien 3 niveaux de justification et de motivation à cet engagement. Ok, alors il est déjà 17h32, donc on arrive déjà bientôt au terme de ce premier webinaire. Peut-être François-Nicolas nous donner les prochaines... Alors, il y a quelqu'un qui lève la main dans le chat, mais alors attendez, est-ce que j'arrive à voir? Non, je ne peux pas forcément donner la parole à la personne. Il faudrait plutôt qu'elle l'écrive sur le chat la question, parce que sinon, je ne vais pas réussir à le faire. Peut-être François-Nicolas, rappelez peut-être les prochaines échéances, si on peut parler de dates, de prochaines dates. Et après, je vous demanderai peut-être à tous les deux un peu, ou peut-être Augustin plus particulièrement, si on veut continuer sur cette dynamique Tech for Good, pour continuer à être animé au quotidien, qu'est-ce qui vous inspire? Parce que vous parlez d'un collectif toujours dynamique, ambitieux, enthousiaste, etc. Comment garder cet enthousiasme? Est-ce qu'il y a des, je sais pas, des podcasts inspirants? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez partager avec nos auditeurs pour avant le webinaire que nous on organise la semaine prochaine? Voilà. Allez, François, Nicolas, peut-être. Alors, pour répondre à votre question, on est comme tout le monde, nos calendriers, ils ont explosé en vol. On ne sait plus très bien où on est et la question, c'est quand même de reprendre pied et de se réinscrire dans une à peu près normalité. La réalité aujourd'hui, c'est que depuis 2 mois, la région, elle est focalisée sur la gestion de l'urgence, de l'hyper-urgence. Et toute la question, c'est comment est-ce qu'on arrive maintenant à continuer cette gestion de l'urgence, parce que malheureusement, il faut bien le dire, le pire, il est plutôt, enfin le dur, il est plutôt devant nous sur le plan économique et social. Donc il y a ça. Mais il y a comment est-ce que aussi on arrive à pousser l'accélération sur l'accompagnement de ces transitions, parce que surtout ne restons pas arrivés uniquement sur le sauvetage immédiat des entreprises et de l'activité. Et donc c'est dans cet esprit que le président du conseil régional va prendre un certain nombre d'initiatives, d'abord pour réunir l'ensemble des acteurs économiques, pour continuer à travailler avec eux sur la bonne identification des enjeux, des proximités, des problématiques, et de bien voir avec eux de quelle façon on peut accélérer et continuer à mettre l'accent sur ces problématiques de transition. Et probablement que dans les semaines ou les mois qui viennent, ces logiques de renforcement de l'accompagnement des réseaux pour sensibiliser les entreprises, les accompagner, et puis la possibilité de présenter peut-être un certain nombre de nouveaux dispositifs ou de nouvelles actions qui viennent appuyer et accélérer cela, est inscrite dans le calendrier. Vous dire exactement quelle semaine et quel mois, c'est difficile, parce qu'une fois de plus, pour l'instant, on est quand même très bousculé par un contexte et une réalité qui est tout à fait particulière et exceptionnelle. Bien sûr, j'entends bien. Augustin, peut-être, qui a eu le temps de réfléchir peut-être à ma question sur les sources d'inspiration au quotidien. J'ai regardé rapidement ma bibliothèque si j'avais des livres pour un temps bête. Mais non, le principal, c'est d'être enthousiaste pour faire la boucle avec le début et de bien s'entourer. Vous le connaissez peut-être,
Philippe Biwix au téléphone la semaine dernière. Il a notamment, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui a écrit notamment sur les low-tech, et j'ai vu qu'un de vos intervenants dans les futurs webinaires allait parler de ce sujet-là. Parce que je cherchais à l'impliquer sur un des projets qu'on menait, et il m'a fait cette réflexion qui était intéressante. Il me disait, tu sais, quand je vais au restaurant, c'est pas tant la qualité du restaurant qui m'intéresse. À la limite, un restaurant moyen, ça me va bien tant que je suis entouré des bonnes personnes. C'est ça qui compte. Et finalement, je suis assez d'accord avec ça, parce que nous, si on a créé l'Aptitude, c'est avant tout parce qu'on aimait aussi les gens avec qui on le faisait, et je pense que c'est important de bien s'entourer. Après, évidemment, il y a plein de ressources en ligne. Je pense aux podcasts de Vécu, je pense à des livres. Dernièrement, ceux d'Alain Damasio m'ont beaucoup inspiré à titre personnel. Il y en a d'autres. Il y a des conférences. J'espère que voilà, il y a plein de conférences auxquelles participer. Donc, il faut prendre les ressources qui nous plaisent, et ne pas oublier d'y aller avec enthousiasme, en tout cas. Très bien. Merci beaucoup. Si ça vous va, on va s'arrêter là pour ne pas trop déborder sur le timing. Il est presque 17h40. Vous rappelez, alors il y a eu une question sur l'ouverture du challenge au début du webinaire, pour dire que oui, la plateforme est ouverte. Donc elle n'est pas réservée aux Bretons. Hein, les Bretons sont ouverts sur le monde. Donc tout le monde peut effectivement participer, poster des projets ou rentrer dans des projets existants. Puisqu'il y a vraiment ce côté plateforme où on peut embarquer aussi dans des projets existants. Donc n'hésitez pas à vous connecter, on pourra vous remettre le lien si vous le souhaitez par rapport à la plateforme. Et puis pour les webinaires de la semaine prochaine, si vous si vous êtes fidèle à nos webinaires, on se donne rendez-vous dès mardi à 16h30 pour le deuxième webinaire. On parlera des enjeux donc sociétaux environnementaux actuels auquel la tech peut s'adresser, et le troisième webinaire ensuite qui sera plus dédié aux technologies, qui aura lieu le jeudi 25. Nathalie, tu voulais peut-être reprendre la main ? Oui, tout à fait. En fait, ce dernier point sur lequel on vous fait donc un rappel des temps forts pour vous redonner la dynamique en fait autour de Summit for Good. Donc effectivement, il y a les 2 autres webinaires qui sont donc programmés la semaine prochaine. Nous avons des ateliers de créativité que nous venons juste de publier. Donc n'hésitez pas à vous inscrire puisqu'il y aura une session en présentiel et une session en distanciel pour pouvoir justement vous accompagner dans l'accompagnement, enfin dans l'accompagnement, vous accompagner dans la définition de votre projet. Avec des coachs donc, qui seront là pour vous aiguiller. Effectivement, sur la partie plateforme collaborative, puisqu'il y a eu des questions à ce sujet-là, donc pour vous rappeler aussi les dates, donc vous avez la possibilité en fait de déposer votre projet jusqu'au 14 septembre pour participer au challenge. La plateforme collaborative, elle vous permet de déposer un projet, de chercher des compétences et de déposer des compétences. Elle est accessible sur le site de l'événement Summit for Good. N'hésitez pas à y aller. Et effectivement, pour être vraiment au cœur de ces enjeux-là, pour un projet déposé, un arbre est planté. Donc, n'hésitez surtout pas. Ce sont des équipes entre 2 et 7 personnes que vous devez constituer. Donc, à partir de 2 personnes et jusqu'à 7 personnes, vos projets peuvent rentrer dans les cases. Vas-y, je te relaisse. Et donc, 14 septembre pour la date limite. Le 22 septembre, l'annonce des projets qui seront sélectionnés pour participer au challenge. Et donc, le 2 et 3 octobre, 30 heures de créativité dans un lieu en fait, qui favorisera les échanges et la création. OK, et on terminera par remercier l'ensemble des partenaires qui se sont agrégés autour de cette belle dynamique Summit for Good. Voilà, donc là aussi, un joyeux patchwork de beaucoup de partenaires, avec une forte transversalité, des profils différents, mais tout ça, ça devrait converger vers, on l'espère, une bonne fertilisation croisée. Voilà, merci à toutes et tous, merci à nos speakers, et puis on vous donne rendez-vous mardi pour le prochain webinaire. Bonne fin de journée à tous.